Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur les sciences industrielles. Dans cette série de vidéos, on parlera d'électronique de puissance. Alors l'abréviation que l'on peut trouver parfois dans la littérature, c'est ENPU. On va expliquer le principe de l'électronique de puissance, essayer de dire à quoi ça sert et un petit peu comment ça fonctionne. Alors l'électronique de puissance, ça traite l'énergie électrique. L'objectif est de modifier les caractéristiques électriques d'une source d'alimentation, par exemple. Donc on voudrait changer l'amplitude, la fréquence, une valeur moyenne. L'idée, c'est que entre la source d'alimentation et l'appareil que l'on souhaite alimenter, on n'a pas forcément une compatibilité de la forme de l'énergie électrique. Typiquement, à la maison, votre téléphone portable a besoin d'être chargé avec une tension continue, alors que le réseau d'alimentation qui est disponible dans les prises électriques, c'est une alimentation alternative. Donc on a besoin d'un convertisseur entre les deux, qui va convertir l'énergie électrique sous forme alternative en énergie électrique sous forme continue. On a peut-être aussi besoin de modifier les caractéristiques électriques de la tension continue, son amplitude, des choses comme ça, c'est possible. Donc typiquement, en fait, votre chargeur de téléphone portable, c'est un appareil qui ne contient quasiment exclusivement que de l'électronique de puissance. Alors on trouve des systèmes d'électronique de puissance avec des puissances qui peuvent être très variables, ça peut aller du microwatt à plusieurs mégawatts. Donc voici par exemple un exemple. Donc ça c'est une montre. Donc là le boîtier a été ouvert et en fait dans cette montre, vous avez ici, donc je vais le dessiner en rouge, cette pièce-là. Donc c'est une petite masse, voilà, un petit balancier qui est excentré ici, l'axe de rotation est ici. Et en fait, cette pièce va être en rotation à l'intérieur de la montre. Et avec les mouvements de marche, les mouvements de bras de l'utilisateur, eh bien, ce balancier va se déplacer à l'intérieur de la montre, il va bouger. Et donc derrière, avec une petite machine électrique, un petit convertisseur électrique, un petit convertisseur d'énergie mécanique vers électrique, on est capable de récupérer de l'énergie électrique. Cette énergie électrique, elle est intermittente, c'est-à-dire que si on ne bouge pas, eh bien, il n'y a rien. En fonction de si on est en train de courir ou si on est en train de marcher, on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques électriques du signal en sortie du convertisseur. Donc on a besoin en fait de mettre en forme cette énergie électrique pour que cette énergie électrique soit stockée dans un accumulateur, une batterie, qui serait à l'intérieur de la montre. Forcément, le côté intermittent et alternatif un petit peu de cette énergie fait qu'on a besoin donc de convertir. Donc c'est là que va intervenir l'électronique de puissance. Donc ici, forcément, les puissances qui sont en jeu sont très faibles. Donc l'autre exemple avec des puissances relativement faibles, alors là on est sur quelques watts, quelques microwatts. Le chargeur de portable, on est plutôt sur de la dizaine de watts. Tout ce qui est ampoule, alors pas les ampoules à incandescence, mais ampoules fluo-compact ou LED, on a de l'électronique de puissance aussi avec quelques watts. Et puis pour aller dans des éléments un petit peu plus puissants, on aurait par exemple la locomotive électrique, qui donc, elle n'est pas tout le temps à fond. Donc soit il faut faire varier la vitesse de rotation en sortie de la machine électrique qui se trouve à l'intérieur. Et donc pour ça, on va utiliser de l'électronique de puissance. On retrouve aussi de l'électronique de puissance de grande puissance dans des systèmes comme les éoliennes. On a une énergie mécanique qui est transformée en une énergie électrique. Alors de la même manière que pour la montre, ça va être intermittent en fonction de la force du vent. Et puis avec des caractéristiques différentes, puisque la vitesse des pales ne sera pas forcément constante. Nous, le réseau de distribution électrique, il est en 230 volts alternatif 50 Hz. Donc on a besoin de mettre un élément d'électronique de puissance entre la génération d'énergie électrique de la machine à l'intérieur de l'éolienne et le réseau de distribution. Alors quelle est la problématique par exemple pour le train qui nous a amené à créer de l'électronique de puissance? Donc le train, à l'intérieur vous avez donc une machine électrique qui va un moteur électrique, et donc ce moteur, le train, cette locomotive, il y a à sa disposition, elle a une tension continue d'alimentation. Et puis l'idée, ce serait de pouvoir faire varier un petit peu cette tension d'alimentation pour faire varier la vitesse de rotation. Parce que le train n'est pas tout le temps à fond.
Il y a des moments où on se déplace à faible allure, par exemple dans les gares. Et le problème, c'est que bon, on va pas demander à SNCF de dire bon bah voilà, il faut réduire un peu la tension d'alimentation parce que là j'ai envie de ralentir. Le problème, c'est que si je fais ça pour tous les trains qui sont sur la ligne. Donc j'ai besoin d'un appareil interne qui se trouvera entre la source d'alimentation électrique de la locomotive et le moteur électrique qui se trouve à l'intérieur. Et là, on va essayer d'utiliser en quelque sorte un défaut de la machine électrique et du train, enfin de manière générale, c'est l'inertie. Alors si je peux faire une analogie avec la lumière ou le cinéma. Donc quand on est au cinéma, on est assis, on regarde un écran et sur cet écran en fait, c'est pas un film qui défile, c'est pas des mouvements continus, hein, c'est pas des voilà, il n'y a pas de mouvement. C'est juste une succession d'images qui passent. Donc en fait, vous avez une image fixe, elle s'enlève et on la remplace par une autre image fixe où le mouvement, entre les deux images, forcément, il y a eu un mouvement. Et donc on va utiliser un défaut en fait de l'œil et du cerveau qui en fait de l'interprétation et qui ne peut pas aller non plus à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que entre ce que capte l'œil et ce que va interpréter le cerveau, il y a un certain temps, une certaine rémanence en quelque sorte. Et donc ce qu'on va faire, c'est que les images qui se succèdent sur l'écran, elles sont projetées à un rythme de 24 images par seconde ou plus. Et en fait, à partir de 24 images par seconde, en fait, notre cerveau, il va donc interpréter et en fait, avec toutes les images qui se succèdent, il va interpréter un mouvement continu, je sais pas, du bras de l'acteur qui passerait à l'écran. Et donc, pour notre locomotive, c'est un peu pareil. En fait, ce qu'on va faire, alors on va dire que la locomotive, c'est un système du premier ordre. Ça veut dire que quand j'alimente avec une tension continue, constante, pardon, la machine électrique à l'intérieur, eh bien, on va avoir une augmentation de la vitesse qui va suivre une loi du premier ordre. Donc, typiquement, si je représente l'alimentation ici en noir, donc je vais prendre, je sais pas, une tension voilà, qui va ressembler à ça. Donc, je vais prendre un échelon. Et puis ici, je vais dire que j'alimente à 100% la machine. Mais ce qui va se passer, c'est que la vitesse de rotation, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va augmenter en suivant une loi du premier ordre avec une constante de temps, je sais pas. Alors, on peut imaginer que pour une locomotive, bah, c'est plusieurs minutes, hein, quelques minutes. Voilà. Et donc, c'est lent. C'est-à-dire que voilà, l'établissement de cette vitesse est relativement lente. Et donc ici, on va avoir par exemple bah, la vitesse max, hein, de la machine. Évidemment, ici, on a le temps. Forcément, si j'alimente pas le moteur, bon, bah, il ne tourne pas. Et donc, la vitesse est nulle. Et donc, moi, l'idée, c'est que j'aimerais bien, ce que j'aimerais faire, c'est bien alimenter, par exemple, l'équivalent de 25% de la tension d'alimentation de la machine. Je voudrais faire ça. Je voudrais faire ça pour faire quoi? Ben, je voudrais faire ça pour que ma machine, eh bien, elle tourne moins vite. La vitesse sera différente. Alors ici, je vais mettre V 25% pour dire que c'est la tension d'alimentation, enfin la vitesse de rotation correspondant à une alimentation de 25% pour une charge donnée. Alors la problématique, c'est que moi j'ai accès à cette tension qui est constante, mais j'ai pas accès à cette tension de 25%. C'est-à-dire que bon, vous allez me dire, bah, monsieur, il suffit de tourner le bouton, mais le bouton, il y a quoi derrière le bouton en fait? Et donc là, on a besoin de faire quelque chose, et on va utiliser en fait un défaut. Alors, si on peut appeler ça un défaut, hein, mais on va appeler ça en fait, on va utiliser un défaut de la locomotive. C'est donc sa constante de temps qui est très lente, hein, c'est lié donc à l'inertie du système. Alors moi, ce que je vais faire, hein, et vous allez voir que ça va être assez violent, c'est que je vais alimenter ma machine avec 100% de la tension d'alimentation, mais que 25% du temps. Donc ça veut dire que je vais avoir une tension d'alimentation qui va ressembler à ça. Donc ici, je vais avoir le 100%. Voilà. Et puis, alors 1, 2, 3 à peu près. Voilà. Je vais avoir un signal d'alimentation de la machine qui va ressembler à ça. On a 25% en moyenne. Bon.
Donc ça, ça serait idéal, hein. C'est ce qu'on voudrait, le 25%. Mais là, on l'a, mais que en moyenne. Alors, il y a un critère qui va être très important ici. C'est ce qu'on appelle la période de découpage. On va expliquer après pourquoi découpage. Donc en fait, cette période ici, si je prends par exemple 1 heure, ça veut dire que pendant 15 minutes, j'alimente à pleine balle et que 75 et puis après pendant 45 minutes, eh bien j'alimente pas du tout la machine. Ce qui va se passer, c'est quoi? Eh bien, c'est que la vitesse, eh bien, elle va avoir le temps de monter, voilà, un peu comme à la forme précédente là. Et puis après, elle va faire quoi? Eh ben, elle va redescendre. Voilà. Vous allez me dire, ouais, globalement, c'est pas terrible, quoi. Eh bien, en effet, c'est pas terrible. Donc, on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que cette période de découpage là, on va la mettre. Et regardez bien, on va mettre 1 milliseconde. Alors, 1 milliseconde. Imaginez l'échelle de temps qu'il existe entre ça. Alors, si par exemple ici la constante de temps, donc taux serait ici à peu près, hein, environ. On aurait à peu près ici quelques minutes. Ça veut dire que à 3 taux, à peu près 3 taux, voilà, ici à 95% de la valeur finale, on serait, je sais pas, moi, je sais pas, 15 minutes à peu près, hein. Voilà, le train, il lui faut 15 minutes pour arriver à sa vitesse maximale. Je sais pas si c'est réaliste, mais voilà, c'est pour donner une ordre de grandeur. Et donc là, nous, on fait un découpage à 1 milliseconde. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir là, la perte de découpage, il faudrait zoomer énormément, 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 énormément ici pour pouvoir voir quelque chose. Et en fait, sur 1 milliseconde, avec l'inertie et avec les quelques minutes qu'il y a là, eh bien, on n'a pas le temps de voir, en fait. On n'a pas le temps on n'a pas le temps de voir que ça bouge. On n'a pas le temps de voir que la vitesse va varier. Et en fait, en régime permanent, hein, donc une fois que le train est lancé, en fait, ce qui va se passer, c'est que la vitesse de rotation, alors elle va mais alors très légèrement augmenter pendant le temps où on est ici à... Alors j'exagère légèrement, hein, exprès pour qu'on voit quelque chose. Pendant qu'on est à 100%, la vitesse de rotation va très légèrement augmenter. Et puis pendant qu'on est à 0, la vitesse de rotation va très légèrement descendre. Et puis ainsi de suite, voilà. Alors j'ai exagéré, hein. Dans la réalité, quand on est dans le train, sur 1 milliseconde, on ne sent pas de variation aussi importante. C'est-à-dire que je les ai dessinées petites, mais là elles sont énormes vis-à-vis des grandeurs que j'ai données précédemment. Mais ce qui va se passer, c'est que la valeur moyenne de ce signal, eh bien, on sera à V25%. Voilà. Donc en alimentant notre machine de cette manière, on arrive à obtenir une vitesse de rotation de la machine qui sera équivalente à si on avait alimenté le moteur à 25% en continu. Là, voilà, on fait une alimentation à 100%, à pleine tension, sur 25% du temps, en faisant ça très très vite. Et donc, on obtient en fait, en régime permanent, sur notre grandeur de sortie, une vitesse qui sera équivalente à celle que si on alimentait notre moteur avec 25% de sa pleine tension en continu. Alors pourquoi on dit découpage? Découpage parce qu'en fait, notre tension d'alimentation de la machine ici, eh bien, au lieu de prendre le 100%, on va le découper le 100%. Voilà, prendre des petits morceaux du 100% pour fabriquer, entre guillemets, une tension pseudo-équivalente à du 25%. Alors de manière simple, hein, comment on réalise ça? Eh bien en fait, ici si j'ai ma tension d'alimentation U0 qui serait le 100%, hein, et puis une machine à courant continu qui aurait à l'intérieur de la locomotive. Donc comment on va faire ça? Eh bien on va prendre un interrupteur et puis on va relier comme ça. Dans la vraie vie, hein, c'est pas comme ça que ça va marcher, hein. Il y aura d'autres interrupteurs, on verra. Mais grosso modo, voilà comment on va essayer de faire. Et donc cet interrupteur, eh bien, lorsque je le ferme, j'alimente à 100% donc ma machine à courant continu. Lorsqu'il est ouvert, eh bien, je n'alimente pas la machine. Elle est à tension d'alimentation nulle. Donc on verra, hein, là, le schéma que je fais là ne fonctionne pas. Mais c'est pour le principe. Et donc cet interrupteur, eh bien, on va le fermer, l'ouvrir.
Et donc là, si on prend un interrupteur, comme vous connaissez, un interrupteur mécanique, hein, avec un système mécanique à l'intérieur, ça ne marchera pas, hein. On va prendre ce qu'on appelle ici des commutateurs statiques. Alors, pourquoi commutateur statique? Alors commutateur, donc en gros c'est un interrupteur, et statique, ça ne bouge pas. Voilà, on va me dire, mais un interrupteur, comment il peut fonctionner si ça ne bouge pas? Nous à la maison, on a nos interrupteurs. Voilà, c'est un système de ce type-là, avec une petite bascule à l'intérieur, une petite bascule mécanique, voilà, à l'intérieur. Et puis, donc il y a 3 connecteurs. Euh, si j'alimente, si je mets la phase et que là, je vais mettre l'ampoule avec le neutre ici, bon, bah là, la lumière n'est pas allumée. Et puis bah, évidemment, hein, quand j'appuie sur l'interrupteur, je vais faire basculer le connecteur à l'intérieur qui va relier la phase à l'ampoule. Donc le courant va passer, la lumière va s'allumer. Donc là, il y a un mouvement mécanique, il y a une pièce qui mécaniquement bouge à l'intérieur de notre interrupteur. Donc ça, c'est ce que vous avez à la maison. Eh bien, dans un commutateur statique, il n'y a rien qui bouge mécaniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pièce mécanique en mouvement. Et donc, en fait, la connexion qui est faite ici, elle se fait par des mouvements d'électrons. Ça veut dire qu'on va, en fait, dans le conducteur qui se trouve ici, si j'enlève les électrons, c'est très schématisé. Si j'enlève les électrons, eh bien, le courant ne passera pas. C'est-à-dire que je vais modifier les caractéristiques électriques, de conduction électrique du matériau, pour faire en sorte qu'il ne soit pas conducteur. Et donc, voilà, par exemple, j'enlève les électrons. Et là, s'il n'y a plus d'électrons, il n'y a plus de courant qui peut circuler. Et puis inversement, voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait plein d'électrons entre les deux éléments. Et bien là, ça y est, le courant va pouvoir passer entre les deux, l'interrupteur est fermé. Voilà, donc la seule chose qui bouge dans un commutateur statique, ce sont les électrons. Donc des commutateurs statiques, il y en a plusieurs, hein. Il y a donc la diode, le thyristor, le transistor. Voilà, et donc ces éléments vont nous permettre en fait de réaliser donc différentes convertisseurs d'électronique de puissance. Alors en électronique de puissance, il y a des règles d'association. Alors je vais vous expliquer très succinctement pourquoi ceci est faux, hein. En fait, en électronique de puissance, on va très vite, hein, je vous l'ai dit. 1 milliseconde alors que le système a une espèce d'inertie de rémanence de quelques minutes. Et donc, en fait, le comportement de la source et le comportement du récepteur, eh bien, on peut l'associer à soit une source de tension, soit une source de courant. Donc, ça veut dire que on va avoir en fait un système ou une alimentation. Alors, je ne précise pas ici. Entre les deux, on va avoir notre électronique de puissance. Et on va relier ça avec un autre système ou une autre source d'alimentation. Enfin voilà. Et donc en fait, ici, les deux éléments qui sont là, on appelle ça des sources. D'accord. Même si c'est un moteur à courant continu, un moteur à courant continu du point de vue de l'électronique de puissance est considéré comme une source. Et il y a 2 types de sources, les sources de tension et les sources de courant. Et alors, voilà, en électronique de puissance, on est obligé, et on ne peut pas faire autrement, on est obligé de relier une source de tension avec une source de courant. On ne peut pas relier 2 sources de tension entre elles, hein. Pour la simple et bonne raison, c'est que la source de tension fixe la tension, le niveau de tension à l'intérieur du circuit, d'accord. Et si on relie ça à une autre source de tension qui, elle, veut fixer une tension différente dans le circuit, en fait, on appelle ça un court-circuit. Donc on est obligé, c'est normal, on est obligé de faire en sorte de relier une source de tension avec une source de courant, ou une source de courant avec une source de tension. Et alors, quelles sont les interconnexions possibles entre une source de tension? Alors cette fois-ci, je vais mettre un trait à l'intérieur, donc j'ai une source de tension et une source de courant. Quelles sont les interconnexions possibles entre ces 2 sources? Eh bien là, il y a des règles auxquelles on peut pas déroger. Donc soit on peut relier les 2 sources entre elles dans ce sens-là. D'accord. Donc ça, c'est la première possibilité. Ensuite, la deuxième possibilité que l'on a, c'est encore une fois de relier les 2 sources entre elles, mais en croisant.
Donc en fait, cette fois-ci, voilà, la tension d'alimentation de ma source ici sera inversée. Donc ça, c'est la deuxième possibilité d'interconnexion des deux sources. Et la troisième possibilité d'interconnexion des deux sources, eh bien c'est un peu, voilà, comme je disais un peu là-haut, là, c'est de ne pas les relier. Voilà. Donc je veux laisser ces deux sources sans les relier. Et là, il peut y avoir des problèmes en fait. Alors pourquoi? Parce qu'une source de courant, elle fixe un courant, et si on la laisse en circuit ouvert, eh bien la tension à ces bornes va devenir infinie. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc en fait, on est obligé de mettre en court-circuit la source de tension, la source de courant ici, pour obtenir une tension nulle à ces bornes et permettre au courant de circuler. Hein, donc voilà, typiquement ici, hein, si je reviens sur mon moteur à courant continu, la source de tension ici est bien une source de tension. Le moteur à courant continu, du fait de son inductance, est considéré comme une source de courant, puisque en fait l'inductance va lisser le courant et le courant ne peut pas varier très très rapidement. Donc en fait sur 1 milliseconde, le courant il bouge presque pas. Et donc c'est pour ça qu'on considère ça comme une source de courant. Et donc en fait il faut un interrupteur, pardon, il faut un interrupteur comme ça pour que ça fonctionne. Donc lorsque j'ouvre ici, il faut que je ferme celui-là pour pouvoir mettre la source de courant en court-circuit. Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Parce que là, je vous ai dit ce que j'ai le droit de faire. Mais qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Donc attention, hein, on ne court-circuite pas une source de tension et on ne laisse pas en circuit ouvert une source de courant. Donc ça, c'est interdit. Alors il existe plusieurs familles de convertisseurs d'électronique de puissance. Voilà, alors, il y a 4 grandes familles. Donc il y a les convertisseurs dits AC DC. Donc AC pour alternative current vers direct current. Donc en gros, on passe d'une alimentation alternative sous forme alternative à une puissance électrique, une énergie électrique sous forme continue. Alors typiquement, hein, les caractéristiques électriques de la tension continue en sortie peuvent être variables. Ça veut dire qu'on peut avoir un bouton qui permet de faire varier la tension d'alimentation, la tension en sortie par exemple du circuit ici. Donc là on a les redresseurs, hein. Donc commandés ou non commandés, hein. Voilà. Donc l'application, les applications de ces convertisseurs AC/DC, c'est voilà, tout ce qui est alimentation continue. Alors le chargeur de votre chargeur de téléphone portable, c'en est un. Tous les systèmes qui ont des écrans à la maison ont forcément un convertisseur alternatif continu, puisqu'ils sont reliés à de l'alternatif. Et tous les écrans, ça fonctionne en continu. L'électronique, de manière générale, fonctionne avec du continu. Donc il y a forcément, quelque part, une conversion alternative vers du continu. Alors, quand on veut faire aussi de la variation de vitesse sur un moteur à courant continu, on peut utiliser ce genre de convertisseur. Deuxième type de convertisseur, c'est le convertisseur DC-DC. Donc là, typiquement, la locomotive de tout à l'heure, hein, c'est un convertisseur DC-DC, puisque l'alimentation est une alimentation continue, et que le moteur qui est à l'intérieur, pour les anciennes locomotives, je vais dire, les premières générations de locomotives électriques sont des moteurs à courant continu. Et donc on utilise ce qu'on appelle un hacheur qui va permettre donc de faire cette conversion. On va me dire, mais monsieur, on passe du continu à du continu, je vois pas trop l'intérêt. Donc ici, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On passait d'une tension continue, constante, fixe, à laquelle je ne peux pas modifier les caractéristiques, à une tension continue dont les caractéristiques, comme la valeur moyenne, peut être variable, peut être changée. Pas variable, mais changée. C'est-à-dire on peut choisir de modifier la tension continue en sortie du convertisseur, avec du découpage. Alors ensuite, vous avez les convertisseurs DC-AC. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les onduleurs. Alors les onduleurs, ne pas confondre l'onduleur, le terme onduleur en informatique. L'onduleur en informatique, c'est un appareil que l'on branche sur le secteur, donc sur une alimentation alternative, pour alimenter un ordinateur qui est lui aussi en alternatif. Alors voilà, donc en électronique de puissance, l'onduleur, c'est bien celui qui
convertit une énergie électrique sous forme continue vers une forme alternative. Donc l'onduleur informatique contient un onduleur, mais aussi un redresseur. Donc voilà, le genre d'application, c'est donc l'alimentation, les alimentations de secours, hein, type onduleur informatique. Vous avez aussi la variation de vitesse des moteurs alternatifs, donc machine synchrone et machine asynchrone par exemple. Si on veut faire varier leur vitesse, il va falloir modifier les caractéristiques électriques du signal alternatif, donc fréquence et amplitude. Et donc pour ça, on a besoin d'un onduleur. On passera en général par du continu pour après utiliser un onduleur. Alors dernier type de convertisseur, alors ceux-ci sont plus rares, donc c'est les AC-AC. Donc là on a les gradateurs. Alors gradateurs, on en voit de moins en moins, hein. Et puis les cycloconvertisseurs, je ne l'écris pas parce que c'est devenu très 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 rare d'en rencontrer. Donc le gradateur, pour ceux qui ont peut-être ça, c'est la lampe halogène que l'on met dans la salle ou quelque part, avec un petit bouton, soit un bouton à tourner sur le mât de la lampe halogène, soit au pied, au sol, on a une espèce de petit curseur que l'on déplace, et ça fait varier l'intensité lumineuse de l'ampoule. Donc là, à l'intérieur de ce système-là, c'est un gradateur. C'est un système qui est très simple, c'est deux thyristors qui sont montés en tête bêche, on appelle ça un triac. C'est un très bon exercice. Voilà. Alors, on le retrouve moins aujourd'hui puisque les lampes halogènes sont de moins en moins répandues. On va vers du LED. Mais voilà, si vous avez encore ce genre de système chez vous, et bien voilà, dedans vous avez un gradateur, un convertisseur AC. Alors pour la petite histoire, hein, avec les LED aujourd'hui, quand on fait varier l'intensité lumineuse d'un système de LED, on ne baisse pas la tension d'alimentation, mais on fait du découpage, c'est-à-dire qu'on utilise de l'électronique de puissance et on fait clignoter en fait cette LED, mais très 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 vite. Et comme au cinéma, en fait, notre œil n'interprète pas un clignotement de l'ampoule, puisque les clignotements sont très rapides, mais il interprète ça comme une baisse de luminosité générale dans la pièce. Je termine donc cette vidéo ici. J'espère en tout cas qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment fonctionne l'électronique de puissance et à quoi ça sert. Dans une prochaine vidéo sur l'électronique de puissance, on parlera de redresseurs. On va essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne avec des diodes, avec des thyristors ou des transistors, pour essayer de créer une tension continue à partir d'un réseau alternatif. À bientôt!